En virage cette semaine, on fait l'essai du tout nouveau Mercedes GLC version coupée. Dans le cadre du Salon de l'Autosport, on parle des rencontres Cars and Coffee. On poursuit nos chroniques chez Desharnais Pneus Mécaniques. Marc Bouchard a beaucoup de nouvelles de l'industrie pour nous. Tout cela à virage et encore plus dans un instant. Alors, beaucoup de choses, comme vous avez pu le constater à l'émission aujourd'hui. D'entrée de jeu, Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut. Ça va bien? Daniel. Très bien, toi? En forme? Oui, oui. Ben oui. Bon, parfait. On va parler d'un véhicule intéressant aujourd'hui, Mercedes version GLC coupée. J'ai demandé ce véhicule-là spécifiquement aux gens de Mercedes Saint-Nicolas parce que je voulais en parler. Je suis à peu près tombé en amour avec ce véhicule-là au Salon de l'Auto de Québec. Ah oui. Et je me suis dit, je pense que je commence à aimer les sports utilitaires version coupée. Donc, on enlève de l'espace. Si tu n'as pas trop besoin d'espace, je trouve que c'est une belle formule, bien réussie dans le cas du GLC. J'aime aussi l'Infiniti QX55. C'est le genre de véhicule-là, BMW, ils l'ont aussi. Et même, je pense, c'est le X6 qui a été le premier à lancer la mode Non, c'est des la coupés Steak, comme ça. excuse-moi de te le dire. Marc, Je suis obligé. Mais le pire, c'est que c'est tout à fait vrai. Soyez honnêtes, messieurs, là. Le premier VUS version coupée qui a trouvé sa place sur le marché, c'est la Steak. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est la réalité historique. On peut pas changer l'histoire. On parlait d'un beau véhicule. Jamais j'aurais pensé que la Steak allait faire surface dans cette chronique-là. On parlait du GLC de Mercedes. Wow! Mais je suis obligé de ne pas être d'accord avec toi, Daniel, parce que moi, je trouve qu'un VUS coupé, objectivement et sans blague, j'aime pas ce côté-là. On dirait qu'il manque quelque chose. Tant qu'à avoir un VUS, moi, je préfère avoir un VUS pleine grandeur. Évidemment, c'est moi. Ce qui n'en fait pas moins du On n'a GLC. plus de berline, on n'a plus de familial, on n'a plus rien. On peut-tu avoir un peu de style et du design pour s'amuser? Moi, je pense qu'il y a moyen de faire du style et du Puis design. la bonne nouvelle, c'est qu'ils vendent aussi la version régulière, Marc. Exactement. Fait qu'on peut en acheter chacun un puis arrêter la chicane. Et ça n'enlève rien à la qualité du véhicule et même à la beauté du véhicule, il faut le dire. Je pense que le GLC a été leur meilleur véhicule à date chez Mercedes. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un véhicule qui a vraiment, sincèrement, je fais bien des blagues, mais qui a vraiment du style. C'est vrai, je dois dire aussi que du côté de Mercedes, la partie avant, ça se ressemble un peu trop pas mal toutes, je vous dirais. Là. Ça, c'est la partie qui me dérange un peu. Mais pour le reste, on est vraiment dans un véhicule de très haut niveau. Pour le prix, en plus, parce que, on en parlera plus tard, mais le prix est vraiment relativement abordable pour un véhicule de cette nature-là, avec des capacités intéressantes, hybridation légère. Non, il n'y a pas d'autonomie électrique. Non, c'est pas vrai que vous allez réduire considérablement, mais il y a une petite hybridation, batterie de 48 volts, comme on le sait. Donc ça, c'est intéressant. En passant, boîte de vitesse 9 vitesses là-dessus. Je vais me permettre de corriger tout de suite. La semaine passée, je parlais du Grand Cherokee. C'est une 8 vitesses, le Grand Cherokee. J'avais la bonne transmission en tête. Les mots ont juste mal sorti. Mais celle-là, c'est une vraie 9 vitesses. Efficace, le système informatique qui est intéressant et l'intérieur. Je vais vous laisser en parler parce que je sais, Daniel, que toi, t'aimes particulièrement cet intérieur-là. Mais moi, parfait. Je dois donner une bonne note au système de son Burmeister qu'il y a là-dedans. Chez Mercedes, on nous a habitués à une qualité sonore incroyable et on n'a pas fait exception avec le GLC coupé. Avant, Jacques, juste pour dire l'aménagement intérieur, c'est parfait, ça fait longtemps que j'en parle. Mercedes ont lancé la planche de bord complète, là, donc 2 écrans, une à côté de l'autre. Ils ont été copiés rapidement. Et là, est arrivée une Toyota Avalon, que ça a toujours été plate à mort au niveau du style intérieur-extérieur. C'était plate. Mais ils ont fait quelque chose de bien. Sur l'Avalon, ils avaient bien intégré l'écran central qui surélevait un petit peu à la planche de bord. C'était parfait. Mercedes reviennent avec ce système-là, font un pied de nez à ceux qui les ont copiés au niveau de leur planche de bord et là, l'intègrent de façon quasiment parfaite dans ce véhicule-là. J'adore au niveau du style. Jacques, tu l'as roulé, toi. Comment tu l'as aimé? Oui, moi, je l'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup, premièrement. Pas juste parce que c'est une Mercedes, mais
quand tu la regardes comme il faut, tu regardes le design de cette voiture-là, tu regardes l'intérieur, comment est-ce que c'est, le travail qui a été fait, la qualité des matériaux, la qualité d'assemblage, les ajustements, ça frôle la perfection. Ça frôle vraiment la perfection. C'est un véhicule qui est très, très, très agréable à mon goût, à moi et à mon feeling de conducteur, si on veut. J'ai aimé beaucoup la conduire. C'est une voiture qui est... Bien, premièrement, c'est une voiture qui est basée sur la classe C, surélevée. Alors, ça permet justement de pouvoir économiser, si on veut, au niveau de développement d'un véhicule et d'y aller avec ce type de véhicule-là qu'on a ici. On parle de la deuxième génération, deuxième génération de ce véhicule-là. Moi, je le trouve vraiment, vraiment très bien. Quand j'ai ouvert les portes après ça, j'ai aperçu On avait une bonne le base. design, tout ça. On avait une bonne base. On avait une bonne base avec l'ancien GLC. Là. Et qui est encore... Qui demeure un des meilleurs véhicules. Et surtout, dans le véhicule d'occasion, il commence à en avoir pas mal. Là. Allez-y, c'est le véhicule à acheter dans le segment. Ils se vendent bien. Alors, Oui. c'est un véhicule intéressant qui est plein de technologies qu'on est allé chercher sur la classe S, qui a été monté à bord. Alors, ça permet justement d'avoir un véhicule moderne avec tout ce qu'il y a de technologie dans des véhicules beaucoup plus haut de gamme encore de la division Mercedes. Moi, je trouve que c'est une voiture intéressante à conduire, agréable. Au niveau moteur, le moteur 2 litres qu'il y a dedans, c'est un moteur performant, une boîte 9 vitesses, mais qui est d'une douceur. T'as pas l'impression qu'il passe toutes les vitesses, là. Ça coule comme dans Tu peux pas y compter, t'en manques. Jamais, impossible. La seule chose, s'il y a un petit quelque chose, c'est que j'ai trouvé que le 4 cylindres qu'il y a dedans était un peu grinceux à une certaine révolution. Ouais, les 4 cylindres, on les entend à un moment Alors, donné. il est Quand un peu tu en grinceux, demandes mais un peu plus rapidement, tu l'entends. moi, ça n'a pas été désagréable. C'est un véhicule aussi qui a une capacité de remorquage drôlement intéressante. Marc, que tu l'avais sorti. 1487 kilos, 3200 livres à peu près. Là. Alors, ce véhicule-là a ça. Alors, on parlait de la ligne, tout ça. S'il y a quelque chose que je peux lui reprocher, quand on est assis dedans, si on regarde vers l'arrière ou qu'on regarde dans le rétroviseur, on trouve que la fenêtre arrière, là, c'est comme s'il y avait manqué de fenêtre de vitre, mais elle est toute là. Pas gros. Le seuil de coffre qui est quand même assez élevé quand on veut monter mettre des choses à bord dans le coffre. Mais quand on va voir un véhicule semblable, on jette un coup d'œil dessus et on sait si ça nous convient ou pas. Alors, des roues 20 pouces, si on regarde au niveau des freins, les disques de freins là, sont plus grands que ce qu'il y avait sur un Volkswagen. La roue complète d'un Volkswagen Beetle, à l'époque, il y avait des 15 pouces. C'est vraiment... Ouais, je suis t'accrocher avec mais je peux te dire que c'est une voiture drôlement intéressante. Le siège, tu es assis là-dedans, t'es vraiment bien supporté, bien tenu, volant. Je suis pas un type, moi, qui est extrêmement à l'aise avec tous les systèmes d'infodivertissement qu'il y a là-dedans. Mais là-dedans, je me trouve à bon. Je me dis, ceux qui sont déjà bons, ça va être extraordinaire de les voir aller au niveau pitonnage là-dedans. Et j'aime ça parce que là, t'as l'écran central, si tu veux, avec la carte routière où tu vas aller, ton GPS, mais t'as ça aussi juste derrière ton volant. Alors, les gens qui veulent avoir un véhicule nouveau, moderne, intéressant, et quelqu'un me disait qu'il est allé en Floride avec un véhicule semblable, 120 km/h sur l'autoroute. Tu vas me dire, c'est de la grande route. Avec le système hybride rechargeable qu'il y a dessus, ça va donner 6,2 litres au 100. Alors, c'est un véhicule qui roule, en mettant en bas de 7 litres au 100. C'est vraiment intéressant pour un véhicule semblable. C'est leur véhicule vedette. C'est le segment où ils en vendent le plus. Puis je pense que ça va continuer comme ça dans les deux versions, parce qu'avant, il n'y avait pas cette version-là. Maintenant, ils viennent d'introduire cette nouvelle version-là. Avec le travail qu'ils ont fait intérieur-extérieur, la qualité des matériaux, de l'assemblage, de la finition, je pense que pour 68 900 $, c'est ça qui est impressionnant. C'est très intéressant pour le véhicule. Dans le marché actuel, il ne faut pas oublier que c'est pas long que tu peux dépasser ce prix-là si tu vas jouer dans la concurrence. Alors, je pense qu'on a fait un bon travail, Marc.
Non, effectivement, c'est un travail. Et ce qui est intéressant, puis c'est ce que vous mentionnez tout tantôt, c'est qu'on a un ensemble qui est homogène. Tu sais, des fois, on a des véhicules où la qualité de conduite va être très bonne, mais il y a des défauts ailleurs. Ça, on a vraiment fait quelque chose de bien. Parler de système d'infodivertissement, c'est le MBUX, là, le fameux système de Mercedes, qui est la dernière génération. Donc, le plus facile, des commandes vocales qui sont super simples à utiliser, des sièges qui sont confortables, un dégagement arrière qui est correct, pas exceptionnel, mais correct, un bon chargement. C'est vraiment un bel ensemble. Excusez l'anglicisme, mais c'est un beau package. C'est un bel ensemble pour la totalité du véhicule et à 68 000 68 900, là, mais mettons 69 000 ça demeure extrêmement raisonnable pour ce genre de véhicule-là. Quand on sait que la moyenne des voitures neuves au Canada, c'est 64 000 actuellement. Alors, il y a des options, évidemment, sur le véhicule qu'on conduit, parce que c'est 63 000 le coupé de base. C'est ça. Oui. Donc, si on négocie un petit peu, je crois qu'ils sont peut-être pas si pas négociables. sûr que ça se négocie beaucoup. Les gens de chez Mercedes Saint-Nicolas sont sympathiques. Là. Carl va donner un rabais, ça, je suis persuadé. Dites que c'est virage, peut-être vous allez avoir 1 000 ou 2. Ou peut-être que la voiture va valoir plus cher ou 1 000 ou 2 de plus. C'est pas, là. Ou 1 000 ou 2 de plus, on le sait pas. Fait que dans l'ensemble, c'est un véhicule qu'on recommande, évidemment. Totalement. Les deux yeux fermés. Absolument. Merci, les gars. Merci. Alors, voilà, on s'arrête à virage et au retour, on se transporte chez Desharnais, pneus mécaniques. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 80 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, pour cette deuxième chronique, Danny, on va parler des nouveautés des pneus. Mais juste avant, je me souviens que l'an passé, il y avait un petit problème de pénurie de pneus et d'approvisionnement. Donc, tu nous disais comme conseil, si vous avez des pneus de dimension un peu spéciale, venez nous voir de bonne heure parce que ça se peut qu'on n'ait pas de la bonne dimension. Est-ce que l'approvisionnement va mieux maintenant? Sincèrement, l'approvisionnement s'est beaucoup amélioré. Prenons exemple Nokian. Ils se sont virés quand même rapidement, travaillé avec leur usine au Tennessee. Maintenant, le produit camionnette qu'on avait eu beaucoup de difficultés à avoir le printemps passé, cette année, on a des stocks, on a des dimensions, on est capable de fournir à la demande. Ton deuxième volet de question, les grandeurs pointues, les grandeurs un peu plus spécifiques, sincèrement, à chaque année, c'est la même chose. Si on attend trop à la dernière minute, ça devient très difficile. OK. Donc là, il faut faire attention. Ouais. L'arrivée de la voiture électrique en grand nombre, quelques pneus avaient émergé. Est-ce que les fabricants, maintenant, ils vont davantage parce que un des problèmes, c'est que ça use un peu rapidement. On avait des pneus qui n'étaient pas adaptés à la voiture électrique. Est-ce que là, maintenant, on commence à en avoir davantage de modèles et de choix? Effectivement, on en a de plus en plus, mais c'est progressivement. C'est pas très rapide. Si tu te souviens, Daniel, je t'avais dit, Michelin, eux autres, ont décidé de prendre la tangente de dire tous nos pneus vont sur les véhicules électriques. C'est une tangente que Michelin a décidé de prendre. Par contre, exemple, Yokohama est arrivé avec un Advan AS Plus EV. Eux autres, ils ont décidé de vraiment prendre une direction plus nichée pour les véhicules électriques. Très beau produit qu'on a ici en avant de nous. Goodyear, dans un autre ordre d'idée, Goodyear est arrivé. Il avait sorti l'année passée le Electric Drive et le Electric Drive GT dans différentes grandeurs. Cette année, ils sont arrivés avec le Electric Drive 2, qui là va englober beaucoup plus de grandeur pour répondre en plus grand nombre au marché. Donc, la réponse, c'est oui, on voit de plus en plus des fabricants qui veulent prendre cette direction-là. Est-ce que tu suggères d'y aller dans cette direction-là? Si tu as un véhicule électrique, tu achètes un pneu d'été qui est vraiment faible pour la voiture électrique? Mais sincèrement, les résultats le démontrent. Quand on arrive avec un produit qui est mieux adapté, ça peut être un pneu qui s'appelle EV, comme pour les véhicules électriques. Qu'on parle de Goodyear, qu'on parle de Yokohama, même la compagnie Ceylon, qui est une compagnie qui est un peu plus entrée de gamme, si on peut dire, ont lancé un pneu pour les véhicules électriques qui s'appelle le EV Range.
sincèrement, le millage est bon, le kilométrage est bon, font un peu plus de kilométrage. Fait que j'aurais tendance à dire de, oui, aller peut-être vers cette option-là si elle est disponible. Voilà. Maintenant, les nouveautés des différents fabricants. Tu veux commencer avec lequel? Bien, sincèrement, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression d'avoir des pneus d'hiver en avant de nous. Un pneu d'hiver ici, Daniel, c'est pas un pneu d'hiver, c'est vraiment un pneu toute condition. Ce que ça veut dire en français, c'est qu'on peut le rouler à l'année. Nokian vient de lancer le nouveau Nokian WR G5. Nouvelle technologie, très beau produit. Les gens regardent ça et disent « Ouf, il me semble qu'il y a beaucoup de lamelles, il me semble que ça va fondre. Moi, je trouve... au regard, là, c'est un pneu d'hiver. Pour moi, là. En fait, c'est un pneu d'hiver, mais avec une construction qui est adaptée autant à la chaleur qu'au froid. OK, ça, c'est bon. Ce que ça veut dire, c'est que le pneu va être capable de dissiper la chaleur. Le pneu va être capable de résister à l'usure, aller aux hautes températures. Mais quand on va arriver en période un peu plus froide, bien, les lamelles vont rester en action. Le pneu va être capable d'adhérer un peu plus sur la glace. Est-ce que ça l'équivaut à un pneu d'hiver pur et dur? La réponse, c'est non. Mais c'est un compromis. C'est un pneu de compromis. Donc, exactement. Quelqu'un qui... Moi, je pense à quelqu'un qui ne roule pas beaucoup. S'il fait tempête, tu n'as pas besoin de sortir, tu peux garder ce pneu-là. S'il fait 35 degrés, bien, tu fais attention pour faire de la grande route, tant qu'à moi. Oui. Peut-être que ça serait des bons conseils, mais c'est un pneu de compromis. C'est un pneu de compromis. Je pense que l'application que tu parles est la bonne. Les gens qui n'ont pas besoin nécessairement de se rendre au travail ou les gens qui ne font pas nécessairement beaucoup de kilométrage annuellement, c'est un beau produit. Nokian, ce qu'ils ont fait de différent cette année, c'est qu'ils ont sorti le WR G5, qui est le haut de gamme chez Nokian, et derrière toi, ils ont sorti le Norman Solstice, qui est l'ancien WR G4 de Nokian, environ à 15-18 de moins cher. Fait que ça donne une belle option pour les gens qui veulent travailler avec des pneus toutes conditions. Puis sincèrement, on en vend beaucoup dans les compagnies de location. Okay. Certaines compagnies de location, pour éviter beaucoup de changements de pneus parce qu'ils ont énormément de véhicules, vont travailler avec ces produits-là. Je suis obligé de te dire que le rendement est quand même bon. Ça fait une bonne job. Ça fait un bon travail. Coudonc. On n'arrête pas le progrès. D'autres nouveautés, Dani? Une des belles nouveautés qu'on a cette année, ça a été lancé progressivement au cours de l'été l'année passée. Sincèrement, c'est le Duratrac RT. C'est le remplacement du fameux Duratrac qu'on a eu, d'après moi, pendant 15 ans. C'est un pneu qui passait à travers toutes les générations, qui a perduré à travers le temps. Goodyear sont arrivés avec un nouveau Duratrac RT. C'est quoi la différence? C'est qu'on a un produit qui va donner une adhérence beaucoup plus grande au niveau hivernal, mais par contre, va être aussi robuste pour les chantiers, va être résistant, va faire quand même un bon millage. Exemple, ceinture de Kevlar au niveau de la semelle. Donc, pour les perforations, on va être ultra résistant. Quelques petites différences. Le nouveau Duratrac RT n'est plus cramponnable. OK. Donc, on ne peut plus mettre de clous pour l'hiver. Par contre, 100 des grandeurs ont le flocon sur le côté, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien Duratrac. L'ancien Duratrac, si tu voulais le rouler pendant l'hiver, certaines grandeurs devaient avoir des crampons. C'est pas le cas. Là, j'ai des questions. Les gens me demandent, est-ce qu'on peut mettre le Duratrac et le Duratrac RT ensemble? La réponse, c'est non. Construction différente, il faut faire attention. Si on veut opter pour le nouveau Duratrac, ça va être à coût de 4 pneus. Est-ce qu'il y a une dernière nouveauté que tu veux nous parler? BF Goodrich, qui est aussi avec le KO2, là, qui est un vendeur sûr que les gens adorent, s'en viennent avec une petite nouveauté, le KO3, mais ça va être lancé progressivement au courant de l'été. Fait que encore d'autres nouveautés qu'on pourra jaser à l'automne. Absolument. Dani, capacité de charge. Je pense que lorsqu'on choisit un pneu, faut commencer à parler de capacité de charge. Encore pire dans les voitures, ça s'adapte bien aux voitures électriques. Mais pourquoi il faut se renseigner sur la capacité de charge? Bien, ton point est très bon. Puis quand je parlais au début de la chronique des pneus, d'opter peut-être pour des pneus qui sont mieux adaptés pour les véhicules électriques, la capacité de charge fait foi de tout. Pour faire ça simple, Daniel, une capacité de charge, c'est la résistance du contenant. Comment le contenant est fort. Fait qu'une capacité de charge trop basse ou plus basse que celle qui est recommandée par le fabricant automobile va donner l'impression de rouler avec moins de livres d'air dans le pneu. Fait que pour faire ça facile, c'est qu'un pneu, un véhicule qui demande 32 livres d'air, puis exemple, le Tesla, c'est le meilleur exemple. Tesla, avec sa grandeur 2,35, 45, 18, a une capacité de charge de 98.
Mais il y a beaucoup de pneus dans cette grandeur-là qui sortent avec des capacités de charge de 94. Pour exemple, 4 de moins en capacité de charge représente à peu près 8 à 10 livres de moins dans le pneu. Même si on met la bonne pression. C'est comme si on roulait avec 10 livres de moins. Faites le test chez vous, enlevez 10 livres dans tous vos pneus, vous n'aurez pas de plaisir à conduire. Absolument. Donc, la capacité de charge, c'est probablement l'aspect le plus important à vérifier quand on fait un choix de pneus. Pour choisir le bon pneu, il faut bien évaluer ses besoins. Il faut parler à son conseiller. Ça, c'est primordial. Effectivement, de faire affaire avec un spécialiste. On va être en mesure de vous trouver des options. Ça va arriver à l'occasion que les gens vont vouloir surdimensionner avec des jantes ou ces choses-là. De parler avec un spécialiste, on va être en mesure de vous donner, les bonnes possibilités, de respecter ce que le fabricant automobile demande à la base pour ne pas changer le comportement de votre véhicule. Il n'y a rien de plus plate que ça. Tu achètes 4 pneus, tu pars, tu conduis ton auto, puis tu as l'impression que tu as changé de voiture. C'est vraiment pas ce qu'on veut qui arrive chez Desharnais. Danny Bellil, merci beaucoup d'être passé à Virage. Merci, Daniel. Voici de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, on commence avec GM. Oui, GM et le Silverado électrique. La semaine dernière, quand on a fait les nouvelles, on disait, entre autres, qu'on n'avait pas de nouvelles du Silverado électrique. Bien, depuis, on en a eu. Donc, le communiqué officiel nous dit que le véhicule va être disponible à la mi-année. Donc, ça, c'est au début de l'été, si je sais bien compter. Normalement, juin, on est pas mal dans le milieu de l'année. Pas mal milieu de l'année. Mon problème, en fait, il est ailleurs. Parce que, bon, on nous a présenté des versions, mais, comme d'habitude, ne cherchez pas de version de base. Il n'y aura pas de version de base disponible. On va avoir le 3WT et le 4WT qui vont rentrer avec, 515 chevaux, 724 km d'autonomie. Quand même, c'est intéressant. Il y aura aussi une édition, une First Edition, donc une première édition RST, donc un peu plus puissante. On parle de 708 km d'autonomie, 754 chevaux, ce qui est quand même spectaculaire. Dans le premier cas, c'est une capacité de remorquage de 12 500 livres. Dans le deuxième, 10 000 livres. Mais là, 700 km d'autonomie, Marc, c'est là que... Oui, attends. On va voir si ça va être une réalité, parce que je te rappelle que le Lightning a été très optimiste et n'a jamais rempli ses affaires. Et petit détail qui n'est quand même pas négligeable, on parle d'un véhicule qui va valoir 99 000 dans un premier cas et 117 000 dans le deuxième cas. Ça commence à être beaucoup de sous, là. On nous disait, j'avais vu 79 000 quelques pour le modèle de base, mais ils ne sont pas disponibles tout de suite. Mais ils ne sont pas disponibles tout de suite, alors évidemment, il n'y aura pas. Mais je te rappelle que du côté du Lightning, je ne veux pas faire ma mauvaise langue, mais Ford a diminué sa production depuis quelques semaines parce que ça ne se vend pas aux États-Unis. Ça coûte trop cher. Et on est à peu près dans ces prix-là du côté du Lightning. On est à 69 000 ou même un petit peu plus bas aux États-Unis. Exactement. Alors là, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir du côté de chez GM. On leur souhaite la meilleure des chances. On sait qu'ils ont plein de listes d'attente, mais on verra si les gens vont vraiment adhérer à ça. La version première édition à 127 000 plus le 10 de taxes de luxe. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Donc là, on est rendu à 140 plus les taxes, donc 160 000 ou à peu près pour cette version-là. Donc, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas tout le monde qui puisse se l'offrir, évidemment. Mais je reviens encore avec ça. 700 km annoncés. J'espère qu'on ne nous a pas envoyé les normes européennes WLTP. Là. Non, j'espère qu'on est avec nos normes canadiennes. Si c'est vraiment le cas, là, il y a des gens à qui ça va vraiment intéresser. Mais le prix va en faire reculer d'autres. Moi, je pense que c'est ça le problème, en fait. Ça fait longtemps qu'on va avoir du 600-700 km d'autonomie d'annoncé. Là, on l'a. Oui. Maintenant, reste à vérifier si le véhicule va le faire. Et moi, j'ai une question. Il y a un programme d'aide financière pour les entreprises qui veulent acheter des camionnettes. On peut leur donner jusqu'à 10 000 d'aide financière, mais c'est en bas de 100 000 On est loin de ça, là, pour l'instant. Fait que là, on n'est pas vraiment dans le... Fait que, honnêtement, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On sait que le Sierra aussi va arriver. Là, on parle du Silverado, mais dites-vous que le Sierra, ça va être bonnet blanc, blanc bonnet. Là, ça va être la même affaire. Bon. Toujours du côté de chez GM, on nous a annoncé cette semaine des modifications au Buick Envision. En gros, la plus grande modification, en fait, c'est une modification de design, bien entendu. On a utilisé ce qu'on avait déjà utilisé, entre autres, sur le Envista, sur le Wildcat, la partie
partie avant très prononcée, très plongeante. Le nouveau logo, entre autres, qui est magnifique. L'intérieur, bon, écoute, on arrive avec des écrans. Ce que tu aimes tellement, les écrans incurvés de 30 pouces. Donc, on est vraiment dans quelque chose de particulier. Moteur, 2 litres turbo, 228 chevaux. Ça ne change pas vraiment. Donc, par contre, il y aura d'autres versions, dont une à venir. Non pas qui s'en vient, mais c'est bien le nom à venir, donc comme dans Futur, on va le préciser. Et il y aura une ST aussi. Le prix de la ST, 47 000 $. L'avenir, 53 770 $ quand même, mais c'est un petit véhicule qui est intéressant. Très luxueux. Puis, c'est très bien fait, très bien pensé. Et j'aime la direction design de Buick. Vraiment. C'est pas extraordinaire, mais si tu veux quelque chose de chic et de bon goût, je pense que Buick ont trouvé un bel équilibre au niveau du design. C'est et pas à la limite du surchargé. sportif aussi. Ouais. Avec la partie plongeante, tu es à la limite. Là, moi, j'aime beaucoup. Ah oui, vraiment bien au niveau du design pour Buick. Exactement. Un outil dont on parle peu quand on parle de voitures électriques, ce sont les pneus. Beaucoup de gens ont eu la surprise de devoir changer leurs pneus rapidement au niveau des voitures électriques parce que ça s'use plus rapidement et tout. Donc, J.D. Powers a décidé de faire un sondage pour savoir quel était le taux de satisfaction tant du côté des véhicules électriques que du côté des véhicules à essence, le taux de satisfaction pour les pneus. Or, c'est Michelin qui remporte la palme, tant au niveau des VUS que des voitures, en fait, pour la 21e année consécutive. Attention, là, on doit préciser que ce sont les pneus qui sont fournis par le manufacturier, pneus donc d'été la plupart du temps, à l'achat du véhicule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a souvent fait affaire avec des manufacturiers de pneus pour faire concevoir des pneus adaptés spécifiquement à un modèle. Ça veut dire que même si vous achetez les pneus Michelin en deuxième génération, vous n'aurez peut-être pas les pneus que le manufacturier vous a fournis. Donc, c'est souvent une commande spéciale. Exactement. Fait que c'est un peu un sondage qui dit n'importe quoi, mais n'empêche que Michelin a la popularité au niveau des voitures, au niveau des VUS. Le seul, en fait, où Michelin n'est pas présent dans le top 3, c'est au niveau des camions, des camionnettes, où c'est Falcon qui est au premier rang, BF Goodrich et Hankook qui sont respectivement 1, 2 et 3. Michelin sont un équipementier d'origine très populaire. Et dès que c'est mi-de-gamme ou haut de gamme, on a souvent du Michelin. Effectivement. Et évidemment, donc, c'est pour ça qu'on prêche pour eux. Exactement. Mais 31 800 personnes ont participé au sondage quand même. Donc, on peut dire qu'on est dans quelque chose d'assez intéressant au niveau de ça. Il va probablement avoir une camionnette Nissan. On en a parlé. Camionnette électrique, on en a déjà parlé. Et tu te rappelles qu'on devait s'associer avec Fisker. Or, il semble que Fisker vient de prendre le bord, parce que Fisker, on le sait, arrête leur production pendant un bout de temps. Nissan a donc décidé de s'associer avec Mitsubishi. On sait qu'ils ont déjà des ententes particulières avec Mitsubishi. Mitsubishi a déjà développé certaines technologies, Nissan aussi. Donc, on nous dit que d'ici 2027, en Amérique du Nord, il y aura une camionnette électrifiée ou électrique de la part du duo Nissan-Mitsubishi. On va voir ça dans les prochaines années, là, l'association Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Renault. Tout ça, on a quand même beaucoup de plateformes et il s'agit juste de les utiliser puis de savoir qui veut faire quoi avec ça. Exactement. Et Nissan, c'est tout à fait logique qu'on ait notre propre camionnette. Et électrifiée en plus. Et ça ne coûte pas 400 millions comme le prévoyait l'entente avec Fisker. Absolument. Ce qui est pas... Est-ce que tu as souvent frappé un kangourou dans ta vie? Kangourou, non. Alors, Volkswagen a inventé un système qui s'appelle le Roo Badge, qui est installé sur l'Amarok, qui est vendu en Australie, qui est prévu pour chasser les kangourous. Et c'est un système qui est effectivement dans le logo. Bon, il y a d'autres façons de le procéder, mais il est dans le logo avant et il émet une sonorité particulière qui fait peur aux animaux et aux kangourous notamment, parce qu'on dit que c'est un gros problème. Hein? On dit que c'est 90 % des collisions avec un véhicule seul en Australie, c'est parce qu'ils ont frappé un kangourou. C'est énorme. Alors, évidemment, bon, ils le mettent là-bas et ils pourraient s'en venir chez nous, mais évidemment, pour faire peur aux chevreuils. Kangourou étant plus rare sur nos routes. Mais on dit donc que ça fait 3 ans. Je ferais peur aux humains aussi, parce que ça peut éviter collision, tant mieux. Effectivement, mais en fait, c'est peut-être plus une sonorité qui fait peur aux animaux. En tout cas, ça pourrait s'en venir. Et une dernière petite nouvelle en terminant. La Ioniq 5 autonome
vient d'avoir son permis de conduire au Nevada. En fait, c'est un peu de la triche. Ils ont fait une pub. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé une examinatrice du Bureau des véhicules automobiles pour s'asseoir dans la voiture et lui faire passer son test. Donc, elle a passé le test, elle a obtenu son permis de conduire, qui n'est évidemment pas valide, mais elle a répondu à toutes les normes qu'un conducteur devait faire. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on revient à Virage. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B. Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voilà de retour à Virage et dans le cadre des chroniques du Salon de l'Autosport qui va avoir lieu les 3, 4, 5 mai prochains. Il va y avoir beaucoup d'activités et pour nous parler d'une d'elles, j'ai avec moi Mehdi Ben-Guering et Olivier Nemèche. Bienvenue à Virage. Ça va bien? Bonjour, merci. Alors vous êtes associé dans une entreprise qui s'appelle Cars & Coffee Québec. Parlez-moi un peu de votre entreprise. Bien, en fait, Cars & Coffee Québec était un concept qui existe déjà depuis 2015. En 2017, Mehdi a embarqué avec les organisateurs à l'époque de ce genre d'animation. Donc, c'est un regroupement automobile statique qui se déroule chaque fois sur une localisation différente. Et quand je suis arrivé ici m'installer à Québec, tout simplement, j'ai participé, comme bon nombre d'autres propriétaires de voitures de sport. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance et que je lui ai proposé un jour de s'associer parce que j'estimais pouvoir lui apporter une contribution avec mon expérience automobile pour développer ce concept. Parle-moi justement de ce concept de réunion et du type de réunion, Mehdi. Qu'est-ce qu'on retrouve à ces rencontres? Alors, c'est un rassemblement automobile comme la plupart des mythes qu'on peut, on va dire, généraliser au Québec ou dans le monde entier, sauf qu'à la base, les Cars & Coffee sont normalement des événements dits payants. Dans notre cas, nous, c'est totalement gratuit, 100% gratuit. Tous nos hôtes, toutes nos personnes qui viennent avec leurs automobiles peuvent se stationner gratuitement, sans frais, pour exposer leur auto. Et justement, le but, c'est de faire du réseautage professionnel, de boire un café, de discuter automobile, moto, on accepte tout le monde. Donc voilà, c'est ça l'essence. Est-ce qu'il y a un type de véhicule privilégié ou c'est libre à tous de venir montrer sa voiture? Alors, c'est libre à tous de venir avec son véhicule. Évidemment, la première année d'activité avec la nouvelle formule que nous avons mise en place nous a permis d'emmagasiner bon nombre de propriétaires de voitures de sport qui ont toujours une zone de parking qui leur est réservée. Et puis après, c'est au tout venant. Bon, évidemment, on doit faire un peu le gendarme en début de journée parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir 30 fois le même véhicule type qui pourrait se présenter. On veut avoir justement un patchwork assez éclectique et représentatif de toutes les voitures, de toutes les marques. OK. Olivier, toi, tu veux pas juste avoir des Lamborghini sur place? Non, mais au moins en avoir une à chaque événement. OK. On se fie sur toi pour ça. Oui. Voilà, les Cars & Coffee, ces réunions-là, comment est-ce qu'on fait pour justement retrouver l'endroit pour s'inscrire ou pour suivre vos activités? Alors, on a une page Facebook, Cars & Coffee Québec, où la plupart de nos membres de ma communauté sont inscrits, nous suivre. Et on publie donc les événements 3 semaines avant la date officielle de l'événement. Cette année, on a plusieurs lieux comme des concessions automobiles. OK. On a aussi la ville de Montmagny, où on va faire un événement dans la ville. Et la piste de Pont-Rouge aussi, où on va faire des essais de drag. La piste de karting KCR aussi. Aussi la piste de karting KCR karting. Et bien sûr, on aura la première date au Salon Autosport de Québec, sur la place Jean-Béliveau, où nos membres vont pouvoir s'inscrire afin d'avoir une place sur le parking. C'est sûr qu'on va faire un filtre parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de place. Ouais. Donc, on doit être un peu sélectif. On sait que ça peut des fois déranger, mais on aime bien aussi avoir une mixité de véhicules pour que tout le monde puisse aussi avoir le plaisir de voir d'autres véhicules différents. De voir des véhicules, parce que le but de ces rencontres-là, justement, c'est de pouvoir socialiser et de voir un peu la diversité des voitures sur place. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on tient à réunir les gens et à avoir, entre guillemets, notre groupe Cars & Coffee Québec qui soit concentré sur un parking et ensuite de venir nous retrouver à l'intérieur puisque nous aurons une zone dédiée Cars & Coffee Québec. On aura notre kiosque d'accueil pour tous les gens qui veulent venir nous retrouver et découvrir un petit peu notre programme et aussi nos partenaires, parce que nous avons les partenaires qui nous reçoivent chez eux,
ceux qu'on appelle les autres, donc des concessionnaires de marque, comme on vient de les préciser maintenant. Et puis surtout, il y a des commanditaires qui sont là pour être présents avec ils ne sont pas un nécessairement support. dans l'automobile. Là. Ah, ils ne sont pas nécessairement dans l'automobile. Je peux annoncer ici en toute première, on a, je vais dire, le numéro 1 en courtage immobilier, Simon Laberge, qui devient notre référent numéro 1 en association avec le nom Cars & Coffee Québec. Et donc, cette zone, c'est un premier partenariat avec le Salon Autosport Québec. L'année dernière, nous y étions présents avec un stand à l'occasion des 60 ans Lamborghini. On en avait parlé. C'est très bien. Mais ici, c'est vraiment un partenariat où le travail avec Martin d'Anjou est beaucoup plus en profondeur et a pour but une émulation en associant, je vais dire, tout ce public qui nous suit. Voilà. Absolument. Et vous voyez ça où, cette association-là pour les Cars & Coffee? Est-ce qu'on va exploser mondialement? Qu'est-ce qui va y arriver dans l'avenir? C'est sûr que là, aujourd'hui, nous, on veut continuer d'offrir gratuitement des rassemblements automobiles dans la province de Québec, dans la région de la capitale nationale, pardon, et bien sûr aux alentours, donc Montmagny, Saint-Raymond, Trois-Rivières peut-être un jour, mais c'est sûr qu'on a d'autres activités qu'on veut peut-être, je dirais, développer. Mais pour ça l'instant, va être annoncé plus tard. C'est ça, c'est pour l'instant en construction. Voilà, Voilà. Rome ne s'est pas construite en un an. Donc, nous avons un plan stratégique de développement. C'est clair qu'on veut avoir un maximum de personnes qui se sentent justement réunies dans cette famille. C'est vraiment un esprit familial. Dans, je vais dire, la communication que nous développons, Mehdi et moi, et dans notre discours régulier, c'est de dire la passion automobile n'est pas une passion de solitaire, mais bien une passion qui se partage en famille, femmes, enfants. Même le chien, les cabots peuvent suivre. On l'a vu l'année dernière. Mais on est là clairement avec cette émulation qui permet de rassembler des gens qui, jusqu'à présent, allaient peut-être s'amuser avec un petit groupe entre passionnés. Mais aujourd'hui, voilà, c'est cet esprit de cohésion, d'homogénéité, avec des gens qui partagent aussi et respectent les conditions que nous y mettons, c'est-à-dire on ne veut pas de sauvages, on ne veut pas de gens qui soient là à faire des nuisances sonores ou avoir un comportement un petit peu fou. Non, on est vraiment à quelque chose de paisible. C'est non polluant, puisque nous sommes en statique. Ouais. C'est non bruyant, puisqu'on n'autorise pas tellement les gens qui font des battle rifles avec leur moteur. Donc voilà, on insiste sur le respect de tous ces éléments. Et on invite les gens à aller vous voir dans le cadre du Salon de l'Autosport. Vous allez être juste de l'autre côté de la rue, donc c'est vraiment pas loin pour le rassemblement et à l'intérieur pour vous parler davantage. Absolument. Alors, Mehdi, Olivier, merci beaucoup d'être passé à Virage et bon succès à Cars & Coffee. Merci de nous avoir invités. Alors voilà, on s'arrête à Virage et au retour, on répond à vos questions. Restez avec nous. Nous sommes de retour pour nous rejoindre 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de le faire pour nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on y va immédiatement avec certaines questions. On va commencer avec Mme Bélanger qui dit à votre émission, pourquoi vous ne parlez pas du Volkswagen ID4? J'attends vos commentaires et vos critiques concernant ce véhicule électrique. On en parle du ID4? On en a déjà parlé. Ben, moi, on se trouve pas excité. Avec ce véhicule-là, on entend... Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, on s'entend pour dire que c'est un véhicule électrique. C'est pas mal sa plus grande qualité parce que c'est un véhicule qui est correct, qui est spacieux, c'est pas un mauvais véhicule, loin de là. C'est un des véhicules qui est probablement le plus facile à obtenir actuellement parce qu'il y en a chez presque tous les concessionnaires. Ça va bien, ça fait le travail. Système d'infodivertissement, il faut être patient. Mais... On m'a dit qu'on l'a amélioré, là, qu'on aurait réglé. 2024, il semble. On a une nouvelle version qui devrait aller beaucoup mieux. Oui, et il devait avoir fait des mises à jour sur le 2023.
Puis moi, j'ai essayé la version mise à jour du 2023, puis il a crashé 2 fois en dedans de 100 km. Ça fait qu'une chance qu'il l'avait mis à jour, parce que je sais pas ce que ça aurait donné. Mais bref, c'est un bon véhicule, ça fait tout à fait le travail, mais rien de spectaculaire. C'est rien de spécial sur le ID4. Tu vas me dire qu'il y en a qui commencent à en avoir sur la route là, au niveau des usagers et qui retournent, ou des gens qui veulent passer à autre chose. Et, mais ils ont vraiment eu des problèmes. Il y a quelques-uns qui sont bien excités par leur véhicule et qui l'ont aimé, tant mieux. Mais il y a vraiment eu toutes sortes de problèmes qui sont arrivés, surtout par temps froid. Parce que c'est là que ça a sorti. Les poignées de porte qui sortaient pas, les fenêtres qui fermaient pas ou qui baissaient pas. Problème au niveau de recharge. Pare-brise qui a un problème au niveau wavage, qu'on dirait. C'est pas le vrai mot dedans, mais en tout cas, tu le regardes, puis tu regardes vers l'extérieur, là, c'est pas beau à voir. C'est pas facile à les craquer. Les gens changent. C'est pas rare ceux qui ont changé 2 puis 3 pare-brises actuellement. Les pneus, j'ai de la difficulté, moi, à comprendre comment ça se fait que ça dure pas plus que ça sur un véhicule comme le ID4. Parce que c'est quoi? Ça pèse 2200, 2300 kilos. Alors qu'on a beaucoup de véhicules sur la route là, qui pèsent autour de 2000 kilos, puis tu fais 70 000 km avec les pneus. Pas le même couple. Le problème d'un véhicule électrique, c'est que le poids est très, très pesant et le couple est très fort parce que tous les démarrages se font assez brusquement. Fait, c'est sûr que ça use plus rapidement et on utilise des pneus souvent qui sont conçus pour des véhicules électriques, donc qui sont à faible résistance au roulement, avec une gomme qui va être un peu moins adhérente dans certaines conditions. Malheureusement, ça a l'intérêt d'être aussi pas mal moins résistant. Mais tout ça, c'est une gomme qui est plus dure, etc., etc. Ça devrait justement durer plus longtemps. À date, sur tous les véhicules électriques, l'usure des pneus est prématurée. Ça est prématuré. Alors, les gens ont acheté ces véhicules-là, excusez, qui ont payé quand même un prix assez élevé ou qui a eu des paiements assez élevés. Et lorsque tu es obligé de rajouter des freinages, des systèmes de frein, c'est-à-dire les freins, pare-brise, pneus, etc., coût d'assurance, coût de remplacement, attendre après des pièces. J'ai quelqu'un en fin de semaine que je recevais un courriel qui disait « J'ai un problème avec mon ID4, porte au garage, le garage me prête un véhicule, je suis déjà en trouble avec celui qu'on m'a prêté. » Moi, je trouve ça décevant. C'est un peu triste parce qu'effectivement, ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient en termes de fiabilité. Ils ont été dépassés parce que eux, c'était le diesel. Et on est obligé de se virer de bord très rapidement. Très rapidement. Et de fabriquer des véhicules qui ont des problèmes de mise en marché dès le début, qu'on nous dit régler. Alors, somme toute, après toutes ces belles qualités, on le recommande pareil. Parce que Ford Mach-E, pas au mieux, ils ont eu beaucoup de problèmes également. Si tu regardes du côté de chez GM, le Blazer, combien de rappels? Il y avait 47 problèmes logiciels. 47 problèmes. Fait qu'il faut être honnête avec à peu près tout le monde. Je pense que c'est du côté des Coréens qu'on a été le mieux. Lorsqu'on regarde le EV6, le Ioniq 5, c'est peut-être eux qui ont eu le moins de problèmes, mais il y a eu quand même quelques petits problèmes ici et là. Alors, il faut dire que les Allemands, au niveau électronique, c'est pas les plus forts sur la planète. Il y a mieux que ça. Ils ont d'autres qualités, genre. Oui. Ils ont d'autres qualités. Une chance. Ils ont d'autres qualités. OK. Alors, Ford Escape branchable vis-à-vis, si je prends comme concurrent le Sportage de Kia branchable, donc j'ai déjà un Escape et je suis extrêmement satisfait du véhicule. C'est pour ça que l'Escape m'intéresse un petit peu plus. Évidemment, si vous êtes content, vous aimez une marque, vous êtes habitué chez votre concessionnaire, vous êtes connu là-bas, et que je recommande beaucoup l'Escape hybride branchable, j'ai aucun problème avec ce véhicule-là et j'ai aucun problème avec le Kia Sportage non plus branchable. Donc, peut-être que je penche un petit peu plus vers l'Escape, mais si vous allez vers le Sportage, je ne serais pas déçu non plus. Vous allez avoir un beau véhicule, peut-être un peu plus moderne même, au niveau du style extérieur-intérieur et la planche de bord et tout. Plus moderne et plus isolé aussi au niveau du son, du roulement. Et aussi, au niveau de l'anti-rouille, généralement, les Coréens sont plus forts là-dessus. Il y a aussi plus d'équipements, normalement, de série que du côté de l'Escape. Mais effectivement, du point de vue strictement mécanique, il n'y a pas de différence notable. Ioniq 5 qui change déjà. Est-ce qu'on a plus d'informations concernant
les changements du Ioniq 5. D'abord, l'essuie-glace arrière. C'est ce que je te pour Ça, dire. c'est la grosse affaire. Hein? C'est le plus gros changement, c'est qu'il y a un essuie-glace à l'arrière. Il n'y a pas d'autres changements réellement au Ben, un véhicule. petit peu au niveau du design. Oui, là. mais peu de choses. Là. C'est vraiment une petite évolution par rapport à ce que À c'était. l'intérieur, On a modifié un peu l'angle du... du tableau de bord. C'est ça. Ils ont mis des boutons de plus, un petit peu à la EV6, physique. Ils ont fait quand même... Ouais. Je Oui, pense qu'il y a un beau petit travail de rafraîchissement, mais c'est vrai que ça va vite, là, du côté de... Mais on le sait, du côté de chez Hyundai, ça a toujours été à cette vitesse-là qu'on a changé les modèles. Ça fait quand même une couple d'années, là, la Ioniq 5. Il faut se rappeler qu'on la C'est présente vrai. encore comme étant une nouvelle voiture, Ouais. mais ça fait Ben, plus que 2 ans qu'elle est en vente chez nous. Là. Ouais, Fait 3 que ans, ouais. c'est normal pour les Coréens d'avoir des mises à jour sur leur véhicule après cette période-là. Ben, on la met à jour, mais il y en a combien qu'on a eu de la misère à livrer? Là? Oui. Tu sais, Oui. je comprends. On aurait Oui, pu mais là, il va y commencer avoir un à en essuie-glace. fabriquer un bon volume avant déjà de la changer. Ben moi, je Parce pense qu'il y en que- a qui ont commandé l'ancienne génération, mais ils vont avoir La nouvelle. rafraîchie. Mais là, ils vont finir pense que par ça va finir leur usine en Georgie, qui va finir par livrer des véhicules début 2025, Ouais, environ. normalement. C'est pour ça que je dis que le vrai boom, là, à partir du mi-2025, Ouais. c'est là que vraiment les véhicules vont arriver à grand volume. Gilles, il veut un Ford Maverick très mort. Il dit que c'est un peu plus cher, mais est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, au niveau du style, au niveau des pneus. Donc, très mort, c'est une version un peu plus hors route. Là, c'est l'équivalent de la T4 chez GM. Alors, oui, mais c'est vrai que je pense qu'il touche les 50 000 pour un Maverick. Là. Absolument. Mais des plaques de protection un peu partout en dessous. Si vous êtes quelqu'un qui allait hors route, oui, ça vaut la peine. Sinon, vous pouvez prendre juste le package de look. Là. Puis ça va peut-être être Parce un que peu moins les disponible. plaques qu'ils mettent en dessous, généralement, de l'usine, c'est pas vraiment fait pour absorber vraiment du hors. Non, mais tu sais, c'est un Tremor, c'est un Maverick. Tu ne vas pas non Ouais. plus en haut de l'Himalaya avec ça. Là. Nissan Pathfinder 9, M. Simard, il remorque seulement 2000 livres occasionnellement et qui aimerait le garder 8, 9 ans, 10 ans même, pourquoi pas? Il faut le protéger, l'entretenir. Protéger contre la rouille si on se fie à ce qu'il y avait antérieurement. Mais le nouveau modèle, selon moi, devrait résister. Et je mettrais un anti-rouille dessus, puis c'est ça, on se promène. Je veux absolument répondre à M. Dufault. Ça fait plusieurs fois qu'il m'écrit et qu'il m'appelle. Il a un Palisade qu'il a acheté en démonstrateur, mais on lui a chargé les frais de transport préparation. Et il se demande si on devrait lui charger les transports préparation sur un véhicule démonstrateur. Oui, il est vendu comme un véhicule neuf. C'est ça. Alors, on n'a pas le choix. Et le transport préparation est chargé au concessionnaire par le fabricant. Alors, oui, on charge le transport C'est ça. préparation. Oui, parce que c'est pas un véhicule Mais vous êtes en d'occasion. droit de demander un rabais sur le prix du véhicule, par contre. Oui, c'est ça. C'est Ils pas un véhicule doivent d'occasion, là. C'est un véhicule neuf, pareil. Neuf, qui a une garantie neuf, qui part neuf avec la garantie, mais on doit le payer moins cher qu'un véhicule neuf. Donc, on doit négocier un petit peu pour avoir un petit rabais. Ça, c'est vraiment important. Effectivement. C'est déjà tout, messieurs? Hi, ça a passé vite. Ça passe vite. Déjà hâte de vous revoir la semaine prochaine, croyez-le ou non. Moi, ça paraît. Mon Dieu, j'espère que vous avez enregistré ça. Il a hâte de nous revoir. Merci, messieurs. Plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez aimé. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.